sûr qu'on a envie d'y aller. Nous, les usagers et familles, ravis d'entendre que plus de 9000 maladies rares, inconnues à ce jour, touchant quand même 9 millions de personnes, seront beaucoup mieux repérées et donc mieux soignées, grâce au numérique ou à l'intelligence artificielle. Je vous avouerai que je ne sais pas la différence entre le numérique et l'artificiel. Voilà. Donc comment être contre quand on entend tout ce côté positif? Nous, usagers et familles, sommes ravis d'entendre que la médecine prédictive permettrait de traiter, bien avant que la maladie ne s'installe, la maladie d'Alzheimer. Et j'ai vu tout à l'heure des représentants de l'asso France Alzheimer. Comment être contre? Une avancée majeure et incontestable, mais des points de vigilance forts. Des enjeux d'outils numériques, de protection de nos données, de gouvernance, sans oublier la formation des professionnels de santé, auxquels il conviendra d'ajouter, ça a été évoqué tout à l'heure, on le développera, les professionnels du médico-social, du social, au numérique, avec un bémol de taille, le manque cruel de compétences en informatique. Mais la télémédecine est déjà là. Nous avons entendu dans certains colloques, peut-être à quoi, qu'il y avait déjà 1900 établissements et services équipés en numérique, 22 maisons de retraite. Mais ces professionnels ont-ils été formés aux outils numériques, aux réglementations spécifiques, aux risques majeurs de piratage et de revente de nos données? Est-ce un outil finalement complémentaire, supplémentaire, un levier pour que la population ait un meilleur recours aux soins? Devons-nous en avoir peur, nous, les usagers, mais aussi les professionnels de santé, car l'usager sans son binôme de médecin ne peut pas fonctionner? Des termes inquiétants qui ont été évoqués dans la plupart des colloques auxquels nous avons participé. Médecine Amazon, numérisation, messagerie cryptée, portable. Le numérique peut être un atout extraordinaire entre les algorithmes qui permettront de travailler sur des données mondiales et donc une meilleure santé au service de l'humain, mais les questions de cybersécurité sont plus importantes que jamais. Il ne faudrait pas passer d'une rupture de soins à une rupture numérique. Qui va avoir les compétences en interne de l'hôpital? Qui va avoir les compétences en interne du centre médico-social, de l'établissement, la maison d'accueil spécialisée, le foyer de vie, la maison de retraite? Je souhaitais partager avec vous quelques bribes entendues au fur et à mesure de ces colloques, qui étaient notamment la e-santé, le Big Bang de la santé, MedConnect, bref, des colloques de référence. Il a été dit, le secteur de la santé est un secteur fabuleux pour ces entreprises du net. La santé arrive en tête de toutes les recherches sur Google, donc contribue à améliorer les algorithmes pour mieux suivre les épidémies, les maladies chroniques, etc. Cela représente plus de 200 000 applications numériques dans le domaine de la santé, soit quasi 60% sont dans le domaine de la santé. C'est quelques 500 000 messages échangés en Normandie par email, 60% des médecins libéraux. Même si l'on nous dit que tout est bien protégé, quid de la messagerie sécurisée et de la protection des données quand on passe par Skype, WhatsApp, les smartphones? Mais à qui revient la protection des données vu la multiplicité des acteurs qui sont en train de se mettre en place? Dans le monde, nous sommes passés de 10 000 robots dans les années 90 à 1,8 million de robots en usage en 2016. Quelques inquiétudes quand Facebook encourage les patients à communiquer entre eux. Quand Sanofi signe avec Google un contrat de 5 milliards d'euros consacré au développement. Quand Apple travaille une nouvelle application pour mieux gérer la santé. Quand Amazon veut remplacer les pharmacies aux USA et racheter une chaîne d'officines en Allemagne. Il a été évoqué dans un des colloques, peut-être à Caen d'ailleurs, un risque de médecine Amazon. Allons-nous vers une ubérisation de la médecine? Les sites comme Doctolib, Antax, alors j'avoue que Antax, je ne connaissais pas. J'ai aussi entendu parler de répertoire de données partagées. Qui aura le droit de partager? Sous quelle éthique? Est-ce que la charte qui nous a été présentée répond à cela? Nous, usagers,
craignons un effet pervers, la divulgation de nos données médicales, et en même temps, nous savons bien que nous donnons volontairement nos données via les réseaux sociaux, les montres connectées, pour mesurer notre sport sportif, tels que les téléphones, Apple Watch, etc. On nous dit souvent que les lois encadrent les choses, les fameux RGPD, mais si on interroge individuellement, on ne sait pas qui mettre dedans. La CNIL. Mais l'industrie des nouvelles technologies va plus vite que les hommes qui font la loi. Alors vigilance, car on n'a rien de plus précieux que nos données de santé. L'hébergement des données de santé. Dans certains colloques, il a été dit que les hôpitaux n'avaient pas les moyens financiers pour stocker les données, que cela représenterait 40% du PIB mondial si nous devions stocker l'intégralité des données de tout le monde. Il faut donner une garantie aux usagers que leurs données ne seront pas revendues aux assureurs, aux lobbies commerciaux. Dans ce nouveau système de santé qui nous est proposé, il y aura beaucoup plus d'acteurs que ce binôme formé depuis des siècles entre le médecin et le patient. Nous devons donc être encore plus vigilants, encore plus exigeants. Vous l'avez compris, je veux interroger la sécurisation des outils utilisés. Et en même temps, tellement d'attentes dans la télémédecine, nous l'avons bien vu en introduction, que nous risquons peut-être d'être déçus. Cette journée à Caen, au-delà de la qualité des intervenants, qui était extraordinaire, vraiment, ne m'a pas vraiment convaincue, même si on voit bien que nous, usagers, à travers toutes les réunions que nous avons eues, même entre nous, nous avons bougé dans notre posture. D'un côté, nous savons que la relation patient-médecin aide à la guérison. Mais que va devenir cette relation humaine, la relation émotionnelle avec ce lien virtuel qu'est l'outil numérique entre le professionnel et la population? Relation humaine qui existe et surtout qui est nécessaire entre son médecin et nous. Que va-t-il advenir de cette relation avec la présence de la machine entre nous deux? Le docteur Martin Winkler nous dit que la médecine, c'est 80% de relationnel. Nous, usagers, pouvons émettre des inquiétudes sur cette prise de pouvoir de l'informatique qui risque de dégrader la relation patient-médecin. Plus la technique est présente, plus les humanités sont fondamentales pour éviter ce sentiment de déshumanisation. Il est à craindre cette déshumanisation des services liée au manque de temps, au manque de professionnels, aux économies de santé sous-jacentes, à la machine, mais aussi aux exigences des usagers. Aujourd'hui, on a parfois remplacé le bonjour par « avez-vous une carte vitale ?» C'est de la provocation. Il ne faudrait pas gagner en technicité et perdre en humanité tant pour les usagers que pour le médecin lui-même. Un médecin ne doit pas devenir un télémédecin à 100%, sinon il deviendra malheureux. Et je l'ai entendu. Et en même temps, nous ne pouvions pas aborder, lors de ce colloque côté usager, la mobilité et l'accessibilité. Aujourd'hui, c'est le patient qui se déplace vers le professionnel de santé. Mais à terme, avec ces techniques-là, c'est le système qui ira vers le patient. Mais du coup, que va-t-il advenir des plus vulnérables, des plus éloignés de ceux qui sont concernés par ce que l'on appelle l'illectronisme, auquel il convient d'ajouter, ça a été évoqué au colloque de Caen, les jeunes médecins qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Et pour tout vous dire, je n'aurais pas embarqué les jeunes dans ma... 20% des Français sont empêchés de lire, soit un Français sur 5. Bien évidemment, la formation revêt une importance capitale. Mais là, on voit bien qu'on complexifie l'approche de la formation, c'est-à-dire il faut une formation de santé, mais il faut ajouter une formation autour de numérique. Et en fait, il faut lier ces deux compétences. La télémédecine, je crois que je conclue là. Un réel progrès, mais notre plus grande peur, perdre notre relation émotionnelle, cette humanité, cette compassion, cet humain tout simplement qui en avait
s'appelle le cœur. Merci beaucoup.